prix littéraire Naissance d'une œuvre à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Lecture des 4 derniers lauréats par Françoise Slica. Lecture Andrea Dedos de Michel Julien. C'est drôle, un ananas. De vert à jaune. C'est pensu, c'est farceur. On dirait que le fruit a voulu se déguiser en diverses bestioles tropicales. À coups d'écailles, sa peau imite la livrée des caïmans, simili-croco. Ses palmes sont échancrées comme des dents de piranha. Beaucoup de ses gousses étaient décapitées, dégoulinantes de suc, avec au sol des monceaux de cosses dont certains spécimens collaient longtemps à la semelle, emportés sur le chemin de la Sainte, des épluchures en pèlerinage. L'ananas, une belle botanique avec des points noirs sous l'écorce, un fruit saignant sans pleurnicher, sirupeux. On le sait, son jus n'étanche rien, l'ananas avive la soif. C'est un pays démonstratif. La contrée raffole des frasques, des exotismes enragés, un pays au furieux enjouement, péniblement chauvin, plein de goût pour le tapage sans frein. Il faut du bruit, le raffut impérieux, des couleurs par-dessus les autres, des mouvements saturés et le grand rire national. En plus des saveurs exotiques, des variétés juteuses, des musiques empilées, en plus de l'inflation, des mysticismes, des stupéfiants, des cultes animistes, des églises évangélistes, en plus des armes illicites, des trafics charnels, des viols, des pots de vin et des réseaux frauduleux jusque dans les arcanes du Congrès, surtout là, il faut au pays une touche perpétuelle d'excès festif. C'est ainsi qu'en gare de Macoder, une dizaine d'échassiers déambulaient par-dessus le grouillis, en pleine nuée de dévots, de diables marionnettes hissés à 4 mètres, accoutrés d'horrifiants mascarons, capuchonnés, agitant des bannières au-dessus de l'affluence afin de compléter la bonne humeur. Le propre des échassiers est d'aller sans cesse, de rattraper l'immobilisme quitte à faire du surplace. Ça les rend atroces. L'arrêt leur est interdit. Ils ont des pas névrotiques, assez chiches pour leur taille, des écarts imprévisibles. Très voltigeurs, ils rappelaient la foule à sa patience, mais surtout, avec leur train de métronome, ces échalas singeaient l'hystérie des moindres pas. Ce que serait la marche des processionnaires, comme si l'ampleur de leur foulée excitait au départ. La multitude a les bras nus, les dos nus, jambes nues, les peaux brunes s'attouchant parce que le nombre y forçait, les ventres derme à derme, des enfants, des vieillards avec cette salive dans les yeux, des hommes barbouillés de sueur, les âges entremêlés, les groupes sanguins, une canette de bière plaquée sur le dos d'un bébé, des hanches femme sur femme, sans désinvolture, toute indécence abolie dans un pays où la pudibonderie va de pair avec un érotisme des plus criards. Personne n'imaginait ce qu'il tâtait à son insu, ce qu'il foulait sous les sandales à petits pas inaccomplis, des pots d'orange et du plastique, des rogatons de mangue, des bâtonnets de glace, des boîtes de soda crissant sur le ciment de la gare centrale, sales comme un billot de boucher, teinte sanie. La grande foule dessinait une goutte d'huile, piriforme, ventrue à une extrémité, effilée à l'autre, là où chacun se rendait, vers l'orchestre, au moyeu du cortège. En y touchant, les poussées redoublaient, à ne plus pouvoir tirer un bras du lot quand partout les visages s'amusaient avec des traits terrorisés d'exultation. De belles dents à chacun, moitié suffocation, moitié hilarité, comme si les faces exprimaient l'endurance avant de processionner. Une espèce d'extase préparatoire, une mise en jambe des béatitudes. Ceux des foules s'interpellent sans cesse, c'est la manie, se héler, proroger la parole tant les mots suppléent au défaut d'équilibre. Quelques 2000 personnes
trépignait au départ d'octobre, impatient de saisir la corde pour ne plus la lâcher, tous frères d'armes et frères d'âme. Mais qui pousse comme exprès? Ce type à gauche, resquilleur de mystique, on lui en veut, tandis qu'on lui sourit. On s'en veut. Et lui aussi, il sourit, en poussant. On se maudit de joie. Lecture Le soldat désaccordé de Gilles Marchand. Pour tirer cette histoire de fiancée au clair, je me suis rendue directement chez Jeanne Joplin. Un majordome m'a ouvert la porte. Jeanne Joplin vivait dans un monde très éloigné du mien. J'osais à peine m'asseoir. J'aurais bien aimé raconter que ça puait l'argent et le luxe. La vérité, c'est que ça sentait bon, l'argent et le luxe. Je n'y étais pas à mon aise, mais force était de constater que c'était aménagé avec un bon goût évident. Tout était bien à sa place. Tout était comme il fallait. Moi, j'étais la tache de suie, le désordre. Je me sentais comme 10 ans auparavant, quand j'étais soldat, et que les officiers passaient sans nous voir, qu'ils nous envoyaient à la charge comme si nous étions des pions parmi d'autres. Dans le salon des Joplin, c'était exactement cela. J'étais face à un monde parfaitement ordonné, et je devais contribuer à le faire perdurer, sans occuper trop d'espace. Un obus a dû éclater non loin de moi, car j'ai repris mes esprits, et je me suis assis sur le canapé sans attendre son autorisation. C'était un truc que j'avais appris. Pour avoir des informations auprès de certaines personnes, ne pas attendre les autorisations. Attaquer. J'ai bien noté au tremblement de sa lèvre qu'elle n'était pas ravie. Elle s'est certainement demandé où est-ce que j'avais pu traîner mes guêtres et dans quel état elle retrouverait son canapé. Je ne serais pas étonnée qu'elle ait convoqué un tapissier immédiatement après mon départ. Profitant de son trouble, je l'ai mitraillée de questions. Au début, elle ne répondait pas, feignant de ne rien savoir. Ah non, son fils n'avait pas eu de fiancée, pas à sa connaissance, rien de rien. La femme de sa vie, c'était sa mère. Sa chère mère. Vous. Moi. Ah mais ça alors. Mais qui d'autre? Et il vous écrivait souvent? Oui. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Tous les jours. J'aurais pu faire durer le plaisir des variations, mais je n'étais pas sûre de gagner à ce petit jeu qui ne me permettait guère à mon enquête d'avancer de manière flagrante. Alors pour le plaisir de l'agacer, je relançais juste d'un coup, tentant un regard martial. Tous les jours. Tous les jours. Mon regard martial n'avait pas l'air d'effrayer le moins du monde Jeanne Joplin. J'allais finalement droit au but et lui demandais ses lettres. Mobilisé en 14, disparu en 16, ça laissait 3 années d'échanges postaux, disons à la louche, et en prenant le soin de décompter les jours où il y avait trop d'ennemis à massacrer pour prendre le temps de gérer une correspondance, un bon millier de lettres. Un bon millier de lettres qui s'étaient manifestement perdues, puisque la Joplin ne parvenait pas à remettre la main dessus. Pourtant, je savais qu'elle disait vrai sur un point. Son fils écrivait tous les jours. Morisseau me l'avait confirmé. Je passais de rechef du regard martial au regard accusateur. Sans plus d'effet. Je dus la menacer d'abandonner cette enquête qui n'avait aucune chance d'aboutir si elle refusait de m'en communiquer les éléments. Madame Joplin poussa un petit cri aigu que j'interprétais comme l'aveu d'une faillite. Je restais silencieux tout en me dirigeant vers la porte d'entrée, le plus lentement possible, de peur de voir la faille se refermer à jamais. « Attendez, non, je m'en vais. Non, si, non, si. » Notre mode de communication était assez basique et nécessitait un vocabulaire tout à fait sommaire.
Elle m'avait saisie dans le couloir, la main crispée sur un mouchoir blanc qu'elle n'avait pas lâché depuis mon arrivée. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu, tellement vu. Davantage qu'un regard, il s'agissait d'un masque, celui de la peur qui aplatit les traits et ouvre grand les yeux. Elle était terrorisée à l'idée que j'abandonne l'enquête. Instinctivement, je voulus la rassurer, lui dire que j'allais persévérer, que j'allais y arriver. Je me retins néanmoins. Ne pas me laisser gagner par l'émotion. Nous nous faisions face, dans le couloir. Les mots butaient contre ses lèvres, ses mains tremblaient, sa poitrine se soulevait, prise de hoquet. Il y avait bien la petite Lucie, une Alsacienne. Mais c'était il y a longtemps, et elle ne l'intéressait plus. Laissez-la où elle est. Lecture Armistice de Nicolas Lenaine. Giorgio Vasari à Vincenzo Borghini. Arezzo, 10 février 1557. Messire Vincenzo, croyez bien que je suis au désespoir de ne pas vous avoir accueilli moi-même à votre retour, mais je compte bien que vous m'attendrez avant de repartir pour Ferrare et que nous banquetterons pour fêter nos retrouvailles. Voilà un déplacement impromptu qui ne pouvait plus mal tomber en plein carnaval, quand les spectacles ne sont jamais prêts qu'à la dernière minute et que tous me sollicitent pour régler une foule de problèmes. Qui un décor, qui de la paille pour les chevaux, qui la roue d'un char à changer, qui un costume déchiré à repriser, qui un musicien soûl tombé dans l'Arno à repêcher. Certes, ce n'est pas pour mon loisir que je suis retournée à Arezzo, mais pour répondre à l'appel du Conseil des prieurs de la ville, dont je suis membre et qui m'a élu gonfalonier, il y a quelque temps déjà, avec l'assentiment du duc. À ce titre, le Conseil a requis mon aide pour une affaire des plus embrouillées. Voici des mois que l'hôpital d'Arezzo est occupé par des religieuses qui s'y sont réfugiées après que la guerre à Sienne les eut chassées de leur couvent. Le Conseil ne parvient pas à les déloger. Et pendant ce temps, l'hôpital n'accueille plus personne car tous les lits sont pris par les sœurs. Celle-ci semble disposée à se faire tuer plutôt que de laisser la place. Et c'est donc à moi qu'on demande de régler ce casus belli. Enfin, je ne veux pas vous ennuyer davantage avec cette histoire de corne-cul et reviens donc au sujet qui nous occupe. Je suis bien aise que vous soyez passé voir les fresques, car j'aimerais votre sentiment sur la partie du déluge qui a été retouchée, avec ce raccord grossier que je ne m'explique toujours pas. Vous connaissez Pontormo. Jamais il n'aurait consenti à laisser visible un tel raccord sans refaire toute la journée au moins le corps de Noé, le mouton à droite et les pattes de la girafe pour aller jusqu'à l'angle du mur. Il m'est alors venu une idée insolite. Si ce n'était pas lui qui avait repeint cette partie du panneau, si quelqu'un d'autre avait repeint Noé, le mouton et la girafe. Pourquoi ? Je n'ai pas le commencement d'une explication. Mais, si fantaisiste que puisse être mon hypothèse, elle ne l'est pas moins que celle d'un Pontormo négligeant ses raccords. J'ai examiné aussi minutieusement que possible ce morceau, et ce que j'en ai tiré n'a fait qu'accentuer mon trouble. Le dessin est si fidèle au reste qu'il semble ne faire aucun doute qu'il s'agit du même auteur. Mais il y a quelque chose dans la couleur, autant que je puisse en juger maintenant qu'elle a presque séché, qui me semble légèrement différent, qui détonne. À la vérité, comme si Pontormo avait forcé dans ses tons acidulés, qu'il a toujours affectionnés, le rose du pagne de Noé, les reflets bleutés sur le dos du mouton, le jaune pâle de la girafe, comme s'il avait repeint cette pièce à la hâte, sans anticiper le changement de couleur au séchage. Bon, sans doute, messire Vincenzo, ne devez-vous pas accorder trop d'importance au délire d'un fou, car c'est ce que je suis devenue à force de retourner cette affaire dans tous les sens. Moi-même, je ne sais pourquoi je vous entretiens de ceci qui n'a certes ni queue ni tête. Tout à mon trouble causé par ce que j'avais cru observer dans la fresque,
je suis retournée voir le tableau de Vénus et Cupidon, que le duc conserve dans sa garde-robe. Je ne sais ce que j'y cherchais, ou plutôt, je ne le sais que trop bien, puisque je ne l'ai pas trouvé. Ce tableau-ci est certes une copie, d'après le carton de Michel-Ange, mais je suis à peu près certain que cette copie est toute de la main de Pontormo, et que personne d'autre que lui n'y a substitué la tête de la fille du duc. En tous les cas, je n'ai rien décelé qui aille dans ce sens. Cependant, mon ami, maintenant que vous avez vu les fresques, pourriez-vous vous rendre au palais pour y examiner à votre tour cette Vénus à tête de Maria et me donner votre sentiment? Il se peut que votre sagacité remarque quelque chose qui m'aura échappé. Alors d'ici là, j'espère bien avoir trouvé de quoi amadouer mes religieuses pour hâter mon retour autant qu'il me sera possible et vous serrer dans mes bras. Allez donc nous chercher une fiasque de Trebbiano chez Gaddi, car je serai de retour en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, si Dieu le veut. Lecture de Perspective de Laurent Binet. Constant Jalère est comme nous tous. Il marche en ressassant chaque instant de cette campagne. Vous essayez de comprendre comment votre armée a pu en arriver là, n'est-ce pas? Lui demandai-je. Il a ce visage d'enfant triste qui hésite à confesser une faute de peur de compromettre ses camarades. La guerre est une machine à broyer les consciences. Il ne mérite pas d'y perdre la sienne. Nous avons tous failli, se contente-t-il de me répondre. Vous avez tort de vouloir vous charger de tous les péchés de la création. Votre idéalisme vous perdra, me moquai-je aimablement. Si vous saviez ce que valent vraiment certains généraux, vous auriez moins d'admiration pour Navarre, Cogny et même le grand Salan et son placard à rallonge. Il s'effarouche, comme un novice qui entendrait son premier blasphème. Ce sont eux qui nous font perdre cette guerre, lui assénai-je. Eux qui nous ont sacrifiés sur l'autel de leur carrière. Moi, je sais ce que c'est que d'être trahi par ses chefs. Je vais enfreindre l'une des règles sacrées du légionnaire. Ne jamais parler de son passé, mais il doit savoir, pour lui, pour moi. C'était le 28 novembre 1941. Il y a des dates qui ne s'oublient pas. Ce jour-là, mon âme s'est décilée en découvrant la veulerie de nos généraux. J'étais Hauptmann à l'état-major de la 75e division d'infanterie sur le front de l'Est. J'avais été désigné pour accompagner les maréchaux von Brauchitsch et von Rundstedt sur le camp de la bataille de Poltava. Von Brauchitsch, un bon officier prussien, avait voulu voir le terrain où l'armée du tsar Pierre le Grand avait battu celle de Charles XII de Suède. J'ignore quelle inspiration Brauchitsch était venu chercher sur cette plaine lugubre où un froid humide nous enserrait comme un linceul. On s'attendait à voir surgir des brumes les fantômes des grenadiers russes et suédois. C'est alors que, piétinant dans une neige sale, notre commandant en chef déclara, fataliste, « Ces lieux ont vu aussi la défaite d'un conquérant. Sur son sol, le Russe est invincible. » Brauchitsch m'a regardé, d'un air désolé, comme s'il me demandait de l'excuser. Von Rundstedt, lui, était livide. Il ne comprenait pas pourquoi Brauchitsch s'était épanché de la sorte devant un officier subalterne. À ses yeux, c'était un acte d'une faiblesse impardonnable, mais il était trop tard. En 2 phrases, le malheur était fait. Nous venions de lancer la plus grande offensive de l'histoire de l'humanité. Le Führer, entouré de ses généraux, nous avait tenu des discours incandescents sur la puissance de notre armée et à peine 5 mois plus tard, j'entendais de la bouche même de notre généralissime que notre défaite était certaine. Ainsi, ces 2 salauds et leurs acolytes, von Liebe et von Bock,
savait depuis le début qu'Hitler ne pouvait pas réussir là où un roi et un empereur avaient échoué. Il savait que les lois de la guerre seraient implacables, que nos 175 divisions ne pèseraient rien contre les 400 des Rouges alliés à l'hiver russe. Et pourtant, nos superbes généraux n'avaient rien dit. Ma colère s'enflamma comme un feu de brousse. Je les imaginais, pérorant entre eux sur les grotesqueries du Führer, dans la chaleur capitonnée des salons du Bänderblock à Berlin, avant qu'il ne s'entre-déchire pour être le premier, dans la Volksschanze ou au Berghof, à flatter ses idées les plus folles. Jusqu'où était-il prêt à dévoyer les théories de Clausewitz pour faire croire au caporal Hitler qu'il était l'égal d'Alexandre, de César et de Napoléon? Ces statues d'airain, sanglés, dans leurs grands manteaux de cuir, n'étaient en fait que des pantins, prêts à toutes les compromissions pour gagner les faveurs de leur maître. Un immense dégoût me vint, mais je ne laissais rien paraître, comme on me l'avait appris à coups de trick dans mon école de cadets. Nous remontâmes dans la voiture et rentrâmes au poste de commandement de la division. Sur le chemin du retour, ils tentèrent de donner le change. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous replier sur le lac Peipus, la Bérésina et le Dniepr, peut-être même plus à l'ouest jusqu'à la Vistule. Là, nous avons encore une petite chance de barrer la route à Staline et Zhukov, dit doctement von Rundstedt. La Bérésina? Rien que ce nom fera bondir le Führer, rétorqua Brauchitsch, avec un petit rire de gorge hautain. Il continuait de s'enfoncer toujours plus profondément dans mon mépris. Dès le lendemain, je profitais d'un déjeuner pour demander mon affectation en première ligne. Il fallait que je fuis le plus loin possible de ces gens. Jalère me regardait avec un air surpris. Il a du mal à croire qu'un officier allemand, l'incarnation même d'une discipline de fer, ait pu se laisser gagner par de telles pensées. Mais Brauchitsch et Rundstedt ont été vos salons, Navarre et Cogny, dis-je dans une ultime provocation. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous n'avez jamais eu l'occasion de les entendre dire la vérité sur cette guerre. Pour vous, les apparences ont toujours été sauves, pas pour moi.